que voulez-vous dire? Donc, le premier thème, c'est Bourguiba. Quand on vous dit Bourguiba, que dites-vous globalement? Que pensez-vous de la représentation du divin dans le film Persépolis? Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant. Troisième question. Les axes d'une stratégie pour conjuguer islam, pluralisme et démocratie sans trahir son identité. A-t-on des preuves concrètes de l'implication des États-Unis et d'Israël dans le déclenchement du printemps arabe? Et dans quel but? Oui, et ça ne sera jamais des preuves. Bien. Ce sera la dernière série de questions, je pense, et on s'arrêtera là, mais je vais essayer d'être assez bref. Écoutez, dans le livre, celui-ci, mais d'ailleurs un autre livre que j'ai écrit en 95, je faisais la critique de l'expérience de Bourguiba. Moi, je ne nie pas que à un moment donné de l'expérience, après la fin de la colonisation, il y a eu de sa part une volonté de libérer le pays et de permettre l'émergence d'un pays qui s'appelait la Tunisie. Je n'oublie pas en même temps que l'homme n'était pas un démocrate, que ses opposants étaient en prison et qu'il a, de ce point de vue-là, été extrêmement dur avec son opposition, extrêmement dur avec quiconque s'opposait à son pouvoir. Il y a eu des exécutions sommaires, il y a eu de la torture, il y a eu de l'emprisonnement. Et donc je pense de ce point de vue-là qu'il faut regarder l'histoire comme elle se présente. On ne peut pas nier qu'il y ait eu des apports, bien entendu, mais on ne peut pas nier de la même façon le caractère dictatorial et non démocrate de la Tunisie de Bourguiba. Le deuxième élément, c'est, vous prenez un passage ici, je fais une analyse un tout petit peu plus longue de l'attitude de Bourguiba par rapport à la référence islamique, en mettant en évidence le fait qu'à un moment donné, il a voulu véritablement faire l'impasse sur tout le registre de la référence islamique, d'ailleurs en l'utilisant lui-même. Et le Mujahid al-Akbar, c'était effectivement une référence islamique, donc il la prenait pour lui quand ça le sied, et en même temps, il organisait le régime religieux selon son désir, c'est-à-dire il était sous son contrôle, et en même temps, pour tout ce qui concernait la présence du religieux dans la cité, il y avait un vrai problème. Je veux dire, quelqu'un qui explique que parce que l'économie doit rester vivante et qu'on doit produire, eh bien il est légitime pendant le mois du Ramadan de boire ou de rompre son... Pour moi, c'est quelqu'un qui, un, n'a pas compris l'islam, deux, est en train de confondre tous les ordres, et trois, se donne un pouvoir qu'il n'a pas. Ça n'est pas sa prérogative de dire une chose pareille, et c'est même très grave. L'autre chose, effectivement, sur le code du statut personnel, eh bien, ma position par rapport à ça, c'est que il n'y a pas à aller, on n'est pas obligé pour aller vers un régime plus égalitaire de disqualifier la référence islamique en tant que telle. Et que l'idée que pour pouvoir être plus juste avec la femme dans une société, il faut être moins islamique, me pose un problème. Aujourd'hui, c'est une vraie relecture de l'intérieur qu'il faut pour légitimer le statut égalitaire de la femme au nom et avec l'islam, pas contre et sans l'islam. Et c'est ça l'attitude qui me gêne. C'est-à-dire qu'il a toujours donné l'impression qu'on est égalitaire et qu'on est libre qu'avec une diminution du référent. Et ça, c'était l'attitude de Bourguiba sur l'ensemble. Et même le code du statut personnel, de ce point de vue-là, est quelque chose à laquelle on peut parvenir, qu'on doit défendre en termes de l'égalité des droits, tout en étant fidèle dans une discussion critique à partir des références, pas contre, pas sans. Et ça a été aussi souvent instrumentalisé par les colonisateurs.
Souvent, on a eu cette idée que les femmes ne réussiraient à se libérer dans le monde musulman que quand on lutterait contre l'islam. L'islam était l'élément qui, par essence, imposait la domination des femmes. Et il y a certains courants musulmans qui ont confirmé ceci par leur position. Et il y a certains colons qui ont ajouté ceci par leur position. Or, il faut aujourd'hui dire que non. Il y a des lectures et des interprétations islamiques qui font et qui donnent à la femme un rôle et un statut qui est tout à fait problématique et qu'il faut contester. Et ça commence par des petites choses. Donc n'importe lequel des savants musulmans ou des penseurs musulmans qui arrivent, qui oseraient par exemple venir m'expliquer que d'un point de vue islamique, la violence domestique est possible parce qu'on trouve dans le Coran Wadribuhunna et qu'on ne comprend pas l'ensemble du message et que si que le prophète c'est le modèle et qu'il n'a jamais frappé une femme et que la violence domestique par l'islam et non pas contre l'islam est interdite, on ne frappe pas une femme. Donc ça, il faut que ça soit dit de l'intérieur, parce qu'il faut nous réconcilier avec le vrai message. Il ne faut pas commencer à dire « tu ne taperas pas ta femme quand tu seras moins musulman ». C'est plus tu as compris l'islam, plus tu comprends que tu ne lèves pas la main. Et puis l'autre dimension, qui a été une des voies minoritaires chez les musulmans de tout ce qui a été lié à l'excision, et qui, moi, je me suis battu en Afrique pendant des années en lançant des campagnes, en étant dans des campagnes, pour que cesse l'excision des femmes, parce que ce n'est pas un principe islamique, parce que c'est un principe culturel, que vous le trouvez chez les chrétiens, que vous le trouvez et que ça n'est pas quelque chose qui a été stipulé par l'islam. Donc de ce point de vue-là, moi ce que je propose, à l'inverse de cette attitude de Bourguiba qui consistait à chercher la liberté sans l'islam, c'est de trouver la liberté avec l'islam, dans un vrai travail de réforme, dans un vrai travail de questionnement. Là-dessus, on se retrouve, on n'est pas d'accord sur les fondements peut-être, on n'est pas d'accord sur les objectifs, mais on se retrouve sur l'attitude critique par rapport au texte, sur les vraies questions. Et là, de ce point de vue-là, je pense que sur énormément de plans, par exemple, encore une fois, quand on a des mariages pour des filles qui ne sont pas majeures, quand on va sur des questions de la polygamie sans que les femmes soient consultées, tout ça, ça ne va pas. Mais ce n'est pas que ça ne va pas uniquement rationnellement, ça ne va pas islamiquement. C'est islamiquement que le problème se pose aussi et qu'il faut contester ces interprétations en disant vous n'avez pas d'abord, le monopole de la bonne interprétation et deux, il y a d'autres façons d'aborder ces questions aujourd'hui d'un point de vue musulman. Sur la représentation du divin, alors j'ai suivi évidemment votre controverse entre la provocation de le présenter et entre de tomber dans la provocation de le rejeter. Mais moi j'étais pour ceux qui sont de ce point de vue-là. À ceux qui ont envie de provoquer de cette façon-là, prenez une distance critique. Je veux dire, ne tombez pas dans ce panneau-là. Je veux dire que, encore une fois, moi, la représentation de cela, c'est pas quelque chose qui en soi me choquait. J'aime pas ça. J'aime pas quand on essaye de provoquer, mais en même temps j'ai bien compris, quand on est dans une société qu'il faut vivre ensemble, eh ben, on peut faire un pas en arrière, on dit d'accord, attention, il y a des limites, vous pouvez provoquer mais il y a des limites, vous pouvez être libre mais il y a des limites, mais en même temps je ne vais pas tomber dans le piège de faire une controverse nationale sur quelque chose qui va être joué sur les limites. Et là il faut qu'on demande à tous, il faut défendre la liberté d'expression en Tunisie. Il le faut. Il faut que cette liberté, et maintenant il appartient à tous les citoyens, d'avancer de façon raisonnable. Ça ne se gagne pas comme ça dans la provocation. Une vraie liberté d'expression se défend dans le débat, la critique, l'étape après étape, pas dans la provocation. Au contraire, la provocation, ça nous fait revenir en arrière. Donc, essayez de trouver les moyens de défendre la liberté d'expression, non pas en provoquant, mais en ouvrant des portes, en ouvrant des chantiers. Et c'est vrai qu'il y a un vrai problème encore aujourd'hui de la liberté d'expression. Il y en a certains qui ont tellement eu l'impression que tout était imposé par le pouvoir ou par l'Occident, que maintenant toute expression va devenir ou anti-religieuse ou anti-islamique. Mais non, là aussi, il faut, je crois, de ce point de vue-là, avoir une attitude un tout petit peu plus raisonnable et ne pas tomber dans ce piège-là, ni dans un sens, ni dans un autre. Sur l'axe islam, pluralisme et démocratie, permettez-moi simplement de dire que, bon, ça c'est effectivement
un triangle dont je pense que islamiquement, on peut montrer et prouver qu'on n'a aucun problème avec ceci du point de vue de nos références musulmanes. Il est tout à fait possible et nécessaire et impératif d'être pluraliste en étant musulman. On doit défendre les processus de démocratisation et dans le livre, j'ai toute une section qui est basée exactement là-dessus, qui fondamentalement discute ces thèses-là et qui montre que tout cela est possible et que c'est à nous de nous y engager. Dernier élément, excusez-moi, mais j'aimerais quand même que vous m'entendiez bien. Tout ce que j'ai dit n'est pas, attention, derrière le printemps arabe, Oui. ou derrière les soulèvements arabes, il y a une conspiration américano-sioniste. J'ai pas dit ça. Encore une fois, il y en a qui sont dans la projection. Ils l'ont pensé avant que je le dise, et quand ils ont eu l'impression que je disais quelque chose qui pouvait conforter ce qu'ils ont pensé avant que je le dise, ils ont pensé que je l'avais dit, et peut-être même pensé. Non. Moi, ce que je dis simplement, c'est qu'aujourd'hui, l'Occident était dans un processus de changement de stratégie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et que ceci était déjà présent. On avait déjà commencé un travail de transformation. Maintenant, ce que ni les Américains, ni Israël, ni n'importe quelle puissance n'a la possibilité de contrôler, c'est votre choix populaire. C'est là où vous êtes aujourd'hui. Et c'est là qu'est le plus important. Il ne faut pas se poser la question de savoir ce qu'on peut contrôler, c'est de savoir ce que vous pouvez décider. Et vous avez un choix, une latitude de choix et d'autonomie qui est déterminante. C'est ça qu'il faut vous dire. Il faut arrêter de penser que tout a été la conspiration. Je le dis, mais je le répète systématiquement dans le livre. Le fait qu'il y ait des faits, qu'on sait qu'il y a eu une tentative et une volonté de changer, ne dit rien sur la conspiration. Il n'y a pas de conspiration internationale. Tout n'est pas calculé et manipulé. Non, aujourd'hui, il y a des choses qui se passent en Tunisie que personne ne pouvait prévoir de cette façon-là. Et donc, c'est à vous aujourd'hui de prendre ce destin en main. Et la meilleure attitude politique, ça n'est pas de savoir ce que les autres manipulent, c'est plutôt de savoir ce que vous maîtrisez. Et c'est de partir de ce que vous maîtrisez. Ça me paraît être la meilleure attitude. Et ça, même intellectuellement, c'est comme ça. Intellectuellement, partez de ce que vous savez et arrêtez de fantasmer sur ce que vous ne savez pas. Il y en a, ils imaginent plein de choses. Partez de ce que vous savez, considérez ce que vous maîtrisez et avancez dans la construction de votre pays. J'aimerais vous dire au moment de finir cette conférence et de cette rencontre, encore une fois en remerciant les organisatrices et la librairie et le Kitab et tous ceux qui ont travaillé autour de cette rencontre qui a été magistrale. J'ai passé une journée et demie, pratiquement 2 jours, de façon excellente ici en Tunisie. J'aimerais aussi remercier le professeur Mohamed Talbi d'être venu et d'avoir introduit cette conférence. J'aimerais à vous tous vous remercier de votre présence si chaleureuse et si nombreuse, ce que vous avez pu aussi dire et envoyer par les messages que vous envoyez sur mon site internet ou sur... je reçois même des messages sur internet qui sont tout à fait chaleureux. J'aimerais simplement vous demander au moment où on s'arrête de véritablement, vous qui êtes des Tunisiennes et des Tunisiens ici, véritablement de vous engager dans ce qui a été dit. Devenez les sujets de votre histoire. Réappropriez-vous ce pays, son histoire, son développement vers la liberté. Ça veut dire réappropriez-vous votre mémoire, connaissez vos références, que vous les acceptiez ou pas, ou que vous soyez pratiquant ou pas, vos références religieuses, vos références culturelles, vos références artistiques, développez vos langues et devenez des femmes et des hommes engagés, libres, engagés et dignes, et que Dieu vous aide. Inch'Allah, assalamu alaikum.